Allez, cette semaine, docteur, la mélatonine vendue sans ordonnance que certains utilisent pour mieux dormir a attiré l'attention de la DGCCRF, autrement dit la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Première question, Vincent, pour quelle raison ? En réalité, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité, environnement et santé, a publié en 2018, on en sert aujourd'hui, a publié en 2018 des recommandations sur l'utilisation et sur les complémentaires contenant de la mélatonine. Et l'organisme dont vous venez de parler a fait également, elle s'est dit, on va vérifier si les professionnels se sont appropriés ces recommandations. Ce qu'il en sort, c'est qu'en réalité, l'étiquetage des produits, souvent, les patients, donc les clients même qui vont acheter, ou la patient qui vont acheter en pharmacie, les compléments en mélatonine ne savent pas que 1 mg, c'est la dose nécessaire qui va favoriser l'endormissement, qu'également 0,5 mg, c'est la dose qui va être nécessaire en cas de décalage horaire. Il est trop peu souvent précisé que pour certains patients, ça va même être déconseillé, à savoir si vous êtes un enfant, les femmes enceintes, si vous avez des maladies inflammatoires, ça va être déconseillé. Il est parfois même nécessaire d'avoir un avis médical par un médecin si vous souffrez, si vous êtes épileptique, asthmatique, voilà. Et puis, bien sûr, la mélatonine à utilisation plutôt quotidienne plutôt que régulière. Enfin, voilà, c'est très ponctuel. Je le reprends, c'est une utilisation plutôt ponctuelle plutôt que quotidienne et régulière. Voilà. Ça, c'est tous ces points qui ont été mis un petit peu en avant. Il y a du flottement, quoi. Les gens ne savent pas trop. Voilà, ça manque un peu de précision sur tout ça. Ça peut nous arriver de mal dormir une ou deux nuits quand on arrive à dormir, bien sûr. Mais à quel moment il faut évoquer un vrai trouble du sommeil ? Oui, ça peut tous nous arriver de ne pas dormir quand on est à la télé matin. Non, mais si vous avez aussi une soirée trop chargée, vous avez trop mangé, vous êtes un peu stressé, angoissé, voilà, ça peut effectivement... Ça joue sur le sommeil. Manger, bien sûr. Ça peut jouer sur le sommeil. Mais il peut quand même y avoir des maladies ou des choses qui peuvent un petit peu perturber votre sommeil. Les apnées du sommeil, quand vous faites des pauses respiratoires, ça peut faire des troubles sur le sommeil. Vous pouvez aussi avoir des syndromes des jambes sans repos. Ou l'autre, le plus fréquent et qu'on voit régulièrement au cabinet, ce sont les insomnies. On parle même d'insomnie chronique lorsque plus de 3 fois par semaine pendant plus de 3 mois, vous avez ces troubles du sommeil. Et là, c'est le trouble du sommeil le plus fréquent dans la population, c'est l'insomnie. Donc voilà, effectivement, parfois, c'est plus sérieux qu'un simple une journée ou deux. Est-ce que l'hypervigilance aussi, qui arrive souvent aux jeunes parents et qui parfois s'installe dans la durée, c'est-à-dire le moindre bruit réveille, ça peut être considéré comme un trouble du sommeil ? Alors ça, je pense que oui, c'est plutôt un état d'éveil psychologique permanent. Parce qu'effectivement, comme vous êtes toujours aux aguets de se dire il va se passer quelque chose, si l'enfant ne dort pas, il faut jouer. Effectivement, vous ne dormez pas tranquille sur vos deux oreilles. Cet état d'hypervigilance, en effet, peut perturber votre sommeil, la qualité du sommeil, oui. On est d'accord, docteur, que quand on est angoissé ou quand on cogite un peu trop, il peut arriver qu'on dorme mal. Mais est-ce que ça peut être aussi le signe de quelque chose de plus grave quand on dort mal ? En tant que médecin, on va aller vérifier tout ce qui peut vous perturber le sommeil. Par exemple, on va regarder la thyroïde. Si elle fonctionne un peu trop, la thyroïde, c'est la glande à la base du cou, c'est un peu le thermostat de la maison. Quand elle fonctionne beaucoup trop vite, ça peut perturber votre sommeil. Si vous avez des reflux gastro-œsophagiens lorsque vous allez allonger des remontées acides ou des petits rototos, ça aussi, ça peut embêter votre sommeil. C'est médical, ça, le rototo, le terme ? Écoutez, c'est la vulgarisation. On m'a dit vulgarise. Non, mais effectivement, ces petites remontées acides peuvent perturber votre sommeil. La toux nocturne, si vous imaginez bien que tousser pendant la nuit, ça aussi, ça peut fragmenter votre sommeil. Donc ça, on va rechercher ces éléments. Je vous parlais d'apnée du sommeil, ces patients qui vont faire des pauses respiratoires, même sans se rendre compte, ça va perturber le sommeil. Donc ça, ça c'est des éléments qu'on va rechercher. D'un point de vue psychologique, effectivement, on va regarder s'il y a de l'anxiété, s'il y a une dépression, par exemple. Les patients plutôt dépressifs auront des réveils précoces. Et dans ce cas-là, là aussi, c'est un signe d'alarme pour regarder s'il n'y a pas un problème du sommeil. T'as ton chéquier ? Vous avez votre chéquier ? On se tutoie ? Pardon. Non, mais en fait, Combien, docteur ? La consultation, voilà. j'ai pas ma carte vitale. Si vous avez des questions pour le docteur, il viendra y répondre. Pardon. Un petit relâchement, écoutez. Là, voilà. Tout va bien. Allez, petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite.